Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de mon point lecture du mois d'octobre et ce mois disons que j'ai pas mal pu lire. Déjà parce qu'il faisait plus froid et je préférais rester au chaud à la maison. Et je sais pas, ce mois ça a été un mois, oui, où j'ai vraiment pu lire parce qu'au final j'ai lu 10 livres. Alors, sur les livres que je vais vous présenter, il y a un coup de cœur et une déception. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors on va devoir commencer avec le coup de cœur. Il s'agit du Twisted Tale Aux essais rêves d'Elizabeth Lim. Alors les Twisted Tales, c'est on reprend un Disney et on y ajoute un ici. Ah oui, c'est aux éditions Hachette et Louse, au cas où. Donc ici c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc voilà, on va se retrouver dans un univers où Cendrillon n'a jamais pu essayer la pantoufle de verre, sa méchante belle-mère l'a enfermée dans la tour et du coup le prince est toujours à la recherche de cette mystérieuse jeune fille à la pantoufle de verre. Et la méchante belle-mère de Cendrillon, justement, elle a comme objectif de la vendre. Sauf qu'entre temps, Cendrillon parvient à s'échapper et à se faire embaucher au palais. Voilà. Donc je vous laisse découvrir le reste. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. Déjà, je ne m'y attendais pas parce que faut dire que l'histoire de Cendrillon, c'est pas celle qui me passionne le plus. Mais là, j'ai vraiment trouvé une histoire qui... Voilà, vous retrouvez le premier chapitre, on est au bal. Et jusqu'au moment où il y a l'essayage de la pantoufle de verre, on se retrouve dans l'histoire d'origine. Et après, le livre prend une tournure totalement différente. Donc, bien entendu, on peut se douter de comment ça va se terminer, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, surtout que là, on est dans un côté beaucoup plus sombre de l'histoire de Cendrillon. Et ça m'a beaucoup plu, disons. Surtout qu'en plus, disons que là, la romance avec le prince, elle est vraiment bien amenée. Et je pense que ça fait un moment que j'ai plus lu une romance, c'est que j'étais vraiment là, quand je lisais ces passages, que j'étais vraiment... Je sais pas comment dire ça, mais ça m'a retourné. J'ai l'impression de revenir en adolescence, quand je découvrais les romances style Twilight, ces choses-là. Et c'est vraiment une romance qui m'a émue, comme le personnage de Cendrillon, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, coup de cœur, l'inattendu. Là je vous montre la couverture, regardez, elle est super belle. Et là franchement je l'ai dévoré ce livre, je voulais connaître la suite. Alors il y a environ 390, oui presque 400 pages. Et il est écrit quand même je trouve assez grand, par contre peut-être un peu serré. Si je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer. Hop, je sais pas si vous voyez grand chose, regardez. Là. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'on a une narration multiple entre Cendrillon et le prince principalement, et je crois qu'il y a aussi Ferdinand. Parce que bien entendu, dans cette histoire-là, il y aura un méchant et on y met quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément méchant, et puis il y a du complot, tout ça. Alors, beaucoup, moi ça m'a vraiment plu. Et je vous le recommande vivement si vous avez envie de... Si vous aimez les Disney et que vous avez envie de redécouvrir en fait les classiques sous un autre jour. Alors j'ai également lu Décollage sans bagage de Méline Darchk, je m'excuse pour la prononciation, aux éditions Grimoire et La Plume. Donc je remercie encore les éditions Grimoire et La Plume pour l'envoi de ce service presse. J'ai mis la note de 8 sur 10 à ce tome, à ce livre plutôt. Parce que c'est un one shot, je sais pas pourquoi je dis tome, j'ai tellement l'habitude je pense. Donc en fait ici on va suivre l'histoire de Kate qui se retrouve un peu malgré elle embarquée dans un voyage à Malte avec une amie. Donc le but c'est qu'on va aller séjourner pendant une semaine dans une résidence pour célibataires et le but c'est au long de la semaine faire des activités pour finir en couple. Voilà, alors elle se retrouve malgré elle là-dedans alors qu'elle voilà, elle a d'autres choses à faire pour le moment. Et c'est pas sa priorité de se caser avec un mec. Et de l'autre côté, on a Alessandro. Je crois que c'est Alessandro, j'ai un doute. J'ai toujours un doute. Oui, oui, c'est ça, Alessandro. Qui lui aussi participe à ce voyage, mais pour une autre raison. Et on va dire que quand ces deux vont se rencontrer, eh bien, ça va faire des étincelles. Je ne vous en dis pas plus. Et si ça vous intéresse, je vous laisse le découvrir.
Alors j'ai mis la note, comme je disais, de 8 sur 10. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment captivante. Alors les personnages, c'est vraiment hilarant par moments, les situations qui se passent entre eux, franchement, j'ai éclaté de rire. Je pensais pas rigoler autant avec ce livre, mais franchement c'était vraiment super. Car à la fois j'ai voyagé au chaud, parce que voilà, l'été me manquait déjà un petit peu. Et en même temps j'ai beaucoup rigolé, donc c'était génial pour passer un bon moment. Les personnages aussi sont attachants et j'ai beaucoup aimé la narration multiple entre nos deux protagonistes, ce qui nous permet de vraiment voir ce qui se passe dans ce qu'ils pensent et l'un de l'autre déjà. Et puis oui, j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous dis, moi j'ai l'impression de partir en voyage avec eux, c'était vraiment chouette. Et puis je pense que c'est un livre qui est génial pour ceux qui mettent bonne humeur. Et après, ben, bien entendu, une romance la romance elle est prévisible, mais ça m'a pas dérangé plus que ça parce que on s'y attend, hein, il faut être clair depuis le début. Par contre, je peux vous mettre juste en garde, par contre, je pensais peut-être pas trouver ça dans ce livre, mais il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe. Et je pense que ça peut peut-être, comment dire, que oui, autant vous y attendre, surtout qu'il y a certaines qui sont un peu plus détaillées, donc voilà, pour des personnes qui n'aiment pas trop ça, je vous préviens, vous en trouverez là-dedans. Après la plume, elle est très simple, mais elle est addictive. Je vous dis, moi j'ai commencé à lire ce roman, je voulais connaître la suite. Après, ce qui m'a fait enlever des points, on va dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une révélation qu'on va pas venir. Ça, j'ai vraiment trouvé tiré par les cheveux. Surtout comme on est dans la tête de nos deux personnages, qu'aucun des deux se soit dit à un moment donné, ouais, je peux même pas vous le dire parce que ce serait du spoil, mais voilà. Ça m'a paru trop gros et c'est pour ça que j'ai enlevé des points à ce livre. Mais si vous aimez la romance et que vous avez envie de voyager, allez-y, franchement, il vaut le coup. J'ai ensuite lu Luftunger Pulp, le numéro 1, Le Monde d'après, chez Luftunger Club. Alors je remercie encore Luftunger Club et plus particulièrement c'est Mathieu, oui exactement Mathieu, pour l'envoi de ce service presse. Donc ici c'est un recueil de nouvelles en fait où on va parler du monde d'après, donc en lien avec la science-fiction. Voilà, je ne peux pas plus vous en dire vu qu'il y a 12 nouvelles si ma mémoire est bonne. Alors je ne vous refais pas, je ne vous présente, redis pas tous les auteurs, je les ai déjà assez estropiés dans une autre de mes vidéos, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est 12 petites nouvelles que j'ai vraiment trouvées sympathiques, tous en lien avec des thèmes intéressants. Et justement un univers science-fiction que j'ai beaucoup aimé. Et surtout certaines on mélange la science-fiction avec d'autres styles comme le policier, ça m'a bien plu pour dire que je suis pas trop fan de policier, mais là ça passait bien, mélanger à la science-fiction. Et ce qui est bien c'est que ça se lit très vite. Et étonnamment aussi je trouve qu'elles étaient assez détaillées parce que c'est vrai que des fois dans les nouvelles je reste sur ma faim, mais là franchement oui j'ai bien aimé. Après il y a des nouvelles plus longues que d'autres, mais voilà, ça ne m'a pas plus dérangé. Et surtout, quelque chose que je trouve intéressant, c'est le concept, c'est-à-dire que le livre est publié, j'ai failli le lâcher, sous forme de colonne, vous voyez, comme ça. Après, ça, comme je vous dis, ça c'est très vite, alors il fait 125 pages, et l'écriture, comme vous avez pu voir, elle est assez grande, et ce style sous forme de colonne, alors j'ai trouvé ça sympathique, franchement, et ça se dévore. Après, bien entendu, il y a des nouvelles que j'ai préférées par rapport à d'autres, tout dépend, il y en a certaines que j'ai beaucoup plus adhéré que d'autres. Et surtout ce que je trouve aussi qui était vraiment sympa, c'est le fait que, en fait, chaque plume, j'ai vraiment trouvé les plumes vraiment agréables, vraiment comment dire ça, de belles plumes. Et j'ai voyagé dans chacun des univers, donc vraiment, il n'y en a aucun qui se ressemblait. C'était vraiment très varié sur ce niveau-là et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous montre la couverture d'un peu plus près. Et j'ai mis du coup la note de 8 sur 10. Après, les nouvelles que j'ai préférées, c'est Déjà vu 87 et La Tour au nuage. Alors La Tour au nuage, j'ai beaucoup aimé aussi parce que en fait là c'est une nouvelle que je trouve qui a très vite parce qu'on passe sans cesse dans la tête de différents personnages, on nous met le nom du personnage, ce qu'il pense, après on passe à un autre et ça amène une certaine dynamique, ce qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, je vous recommande vraiment ce recueil, il est vraiment sympathique et vous allez voyager à travers différents mondes.
Et maintenant je vais vous parler de ma petite déception, on va dire. Après, je sais pas si je pourrais vraiment dire que c'est une déception au sens large du thème, mais j'ai été déçue par cette lecture, j'en attendais plus et voilà, ça l'a pas fait. Donc pour moi ça reste quand même une déception, je dirais. Donc il s'agit de La Maison des Oubliés de Peter James. C'est aux éditions Pocket, je lui mets la note de 6 sur 10. Alors déjà pour le résumé, donc on va suivre Holly qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec sa petite famille. Cette maison, eh bien, c'est une vieille bicoque qu'il faut retaper. Donc pour Holly, c'est censé être un nouveau départ. Mais cela pourrait bien virer au cauchemar, déjà au niveau des travaux qui s'enchaînent et qui semblent vraiment à peine il répare quelque chose, il y a autre chose qui pète. Donc c'est sans fin. Mais également au niveau des phénomènes paranormaux qui commencent à se passer dans cette maison. Et là, Holly va se dire qu'ils sont peut-être pas tout seuls dans cette maison. Voilà. Donc oui, j'ai mis la note de 6 sur 10 à ce livre. Je lui ai quand même mis un peu plus que la moyenne. Comme je vous dis, pour moi j'en attendais plus, c'est pour ça que ça a été une déception pour ma part. Donc l'histoire elle est quand même intéressante, je trouve. En tout cas, au début, j'avais vraiment envie de lire ça, de savoir la suite. Et puis même à la fin, je voulais savoir ce qui allait se passer. La plume de l'auteur, elle est prenante et surtout très détaillée. Alors là, pour moi qui suis fan de détails, j'en ai eu en vue de temps, voilà. Peut-être même un peu trop. L'ambiance, tout du long bien entendu, elle est pesante, on sent bien cette ambiance qui fait vraiment, qui va avec le paranormal, tout ça, tout du long vous l'avez. Ça, c'est rien à dire, j'ai même frissonné par moments. Mais ce livre est très long, il y a énormément de longueur. Et puis surtout, j'ai trouvé la fin vraiment abrupte. J'ai pas tout compris, je vous le dis franchement, la fin, ouais, ok, j'ai compris certains des éléments, mais je pensais pas que ça allait arriver comme ça. C'est vraiment une fin abrupte, j'ai trouvé. Et surtout, moi, j'ai été déçue par le fait que vraiment tous les éléments paranormaux que vous avez, c'est du cliché, c'est du vu et du revu. Alors, c'est le premier livre que je lis de cet auteur, mais vu ce que j'en ai entendu parler en bien, je m'attendais à autre chose. Quelque chose de plus développé, ou je sais pas, et là, de revoir du cliché. Alors oui, ça m'a quand même un peu fait frissonner, mais c'est du vu et du revu, il n'y a rien de neuf là-dedans, j'ai envie de vous dire. Alors c'est pour ça que moi, personnellement, je suis déçue. Je pensais vraiment me faire peur en lisant ça le soir, et ben oui, j'ai frissonné, mais pas au point de pas pouvoir dormir, à me dire ah zut, il y aura un fantôme dans ma chambre, ou je sais pas quoi. Non, voilà, déçue. Et je pense que cette année, ce sera peut-être le seul livre avec du paranormal que je vais lire à cette période, et oui. Je pensais que ça allait me plaire plus que ça, et oui, ça l'a pas fait, donc voilà. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça leur plaira, donc si vous voulez un peu frissonner, mais sans avoir trop la frousse, ce livre, peut-être, je pense, c'est fait pour vous. J'ai également lu le premier tome de Yuzu, la petite vétérinaire, de Mingo Ito aux éditions Nobinobi. Donc ici on va suivre Yuzu, la petite fille qui est là. Sa maman est hospitalisée suite à une maladie et Yuzu va aller vivre chez son oncle qui est vétérinaire. Donc Yuzu elle est pas trop fan des animaux, mais là elle va pas avoir le choix et puis elle va apprendre à cohabiter avec nos petits amis à quatre pattes. Voilà. C'est un livre auquel j'ai mis 9 sur 10, franchement c'était une très bonne lecture, je me suis régalée. C'est une histoire je trouve qui est touchante, aussi émouvante, j'ai pleuré. Je pense que j'ai pleuré plusieurs fois pendant ce livre parce que moi comme je vous ai dit, dès qu'on parle de choses avec des animaux que c'est triste, ça me touche, c'est affreux. Je pleure comme une madeleine, c'est horrible. Mais ça m'a beaucoup émue. Et oui, ce livre il m'a fait pleurer plusieurs fois parce que c'est un côté très jeunesse, les dessins sont magnifiques, regardez que je vous montre, c'est super beau. Si je trouve juste, pour vous montrer sans vous spoiler, ce serait bien. Regardez, c'est tout beau les animaux. Voilà, c'est vraiment des dessins qui sont super beaux. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis on va dire que chaque chapitre est en lien, c'est l'histoire d'un patient. Donc dès que le chapitre est terminé, vous en avez fini avec ce patient, vous passez à nouveau comme un vétérinaire entre guillemets. Et ça m'a plu. Et comme je vous disais, Yuzu,
elle apprend en fait. J'ai beaucoup aimé ce côté d'apprentissage dans le fait que à la fin de chaque aventure, Yuzu elle en sort grandie, elle en tire une leçon. Et chacun de ces chapitres aussi amène un thème, on va dire, pour expliquer aux jeunes. Par exemple, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Là, par exemple, la maladie d'un animal, la perte d'un animal, ces choses-là, qui sont abordées, mais pour le montrer aux jeunes. Et voilà, je trouve que c'est bien fait. Et moi, vu qu'on parle d'animaux, ça m'a plu. Oui, c'est ce que j'ai mis, franchement. J'espère que le deuxième tome va pas autant me faire pleurer, parce que celui-là, je vous le dis, j'ai pleuré 2 fois. Vraiment. Tout mignon, mais touchant. J'ai aussi lu Suris en Suisse, La disparue du vieux cimetière de Catherine May aux éditions Ouzou Suisse. Donc là on va suivre l'histoire de Léa et de sa bande de copains. Ils sont au collège à Servanne et il y a des travaux qui se font à côté de l'école pour justement l'agrandir, et un jour ces travaux ils vont trouver un vieux cimetière. Donc des fouilles vont être entreprises, nos amis vont aussi vouloir aller fouiller ces fouilles. Fouiller ces fouilles, oui voilà. Et un jour, un d'entre eux va disparaître. Voilà. C'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors, franchement, c'est une lecture sympathique. Moi, j'aime bien les lire à cette période-là. Les frissons suivent juste avant Halloween, ça passe super bien. Je vous montre la couverture, elle est super belle. C'est des livres qui se lisent très vite, un peu comme Les Chairs de Poule. Et ce que j'aime bien avec les frissons suisses, c'est que moi, ça me fait penser un peu au Club des 5. En plus, là, c'était une bande d'amis, il manquait plus que le chien, et puis c'était bon. Aussi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des romans illustrés. Si je peux juste vous montrer, regardez, c'est super beau, vous avez des illustrations comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment sympa et ça permet de se plonger dedans. Et puis le style d'écriture bien grand et aérien pour du jeunesse, bien entendu. Pendant que je le tiens en main, c'est un livre, il fait 120 pages, alors ça se lit super vite. Et j'ai vraiment trouvé ça sympathique, cette ambiance, cette enquête, tout ça, ça m'a plu. Bien entendu, on anticipe facilement certains éléments, ça reste du jeunesse, mais c'est sympa. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi là qu'il y a ce côté en lien avec l'archéologie qui nous expliquait, car je trouve que l'autrice est elle-même archéologue de métier. Et elle nous explique que c'est un terme d'archéologie. Ça, je trouve vraiment intéressant. Et juste que je regrette, c'est que j'aurais peut-être voulu plus d'explications sur certains éléments de l'histoire. Voilà, mais pour moi l'intrigue elle était sympa, ça se lit vite et c'était une petite lecture agréable. Et je pense que oui, pour un enfant ou un ado, ça passe super bien. J'ai lu Syndrome aussi d'Ariane Lecomte aux éditions Grimoire et la Plume, donc je remercie de nouveau les éditions Grimoire et la Plume pour l'envoi de ce service presse. Ici on est dans un tout autre style que l'autre que je vous ai présenté avant. Là, on va suivre William, qui est un écrivain raté, on va dire entre guillemets, qui souffre du syndrome de la page blanche. Et voilà, dans la vie de William, rien ne va. William, il est persuadé qu'il a du talent, qu'il comprend pas pourquoi justement les maisons d'édition refusent ses livres. Et là, il essaye d'écrire un nouveau livre en espérant cette fois être publié. Et un jour, son frère l'invite pour fêter son anniversaire dans une boîte, une disco. Et là, il va rencontrer une jeune femme du nom de Clarisse, et qui pourrait bien lui redonner l'inspiration. Voilà pour ce qui est du petit résumé, je ne vais pas plus loin pour ne pas vous spoiler. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors moi j'ai trouvé vraiment ça cool, on va dire, de se retrouver dans la tête d'un écrivain, comme je vous ai dit, qui pense qu'il n'a pas de talent vu qu'il n'est pas publié, et qui comprend pas aussi pourquoi est-ce qu'on publie d'autres auteurs plutôt que lui, alors que lui quand même il pense que son texte il vaut quelque chose, qu'il est de qualité. Et on se retrouve aussi avec un écrivain qui a le syndrome de la page blanche jusqu'au moment où il va rencontrer cette fameuse Clarisse. Moi, dans ce livre aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le mélange entre la romance et le psychologique. Franchement, c'est deux styles que j'aurais peut-être pas mélangé, j'aurais peut-être pas vu le mélange comme ça, mais ça le fait, franchement. Et surtout aussi, l'autrice, elle vous embrouille, c'est-à-dire que il y a la barrière entre la réalité et le rêve. Vous savez plus à un moment donné ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc c'est une lecture, vous lisez,
À un moment donné, il y a des choses où vous dites est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est dans sa tête? Toutes ces choses-là. Et en même temps, le personnage de William, il est intéressant. Vous voulez savoir ce qui va lui arriver, tout en ne sachant pas sur quel pied danser, en vous disant mais est-ce qu'il l'a vraiment vécu ou est-ce qu'il rêve? Après, j'ai aussi trouvé la plume de l'autrice, franchement, elle est déstabilisante sur ce point, car vous savez pas ce qui est vrai. Et ça m'a beaucoup plu. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, elle m'a vraiment perdu l'autrice. Je savais plus le vrai du faux. Alors il y a des choses qui se passent, ça s'enchaîne, ça passe d'un élément à l'autre et vous vous dites mais ouais, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et ça m'a... À la fois j'étais perdue, donc vous avez un peu ce malaise de vous dire mais je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et en même temps c'est prenant. Car vous voulez savoir ce qui va se passer à la fin. Et oui, pour moi c'est un livre, ça... J'ai bien aimé ce style en fait. Je vous dis de se sentir perdu et de pas savoir quoi croire tout simplement. Alors ça m'a beaucoup plu et je remercie encore justement les éditions les Grimoire et la Plume pour lancer ce service post parce que là franchement ça a été une belle découverte. Je me suis également lancée dans Hello Cruella de Maureen Johnson aux éditions Hachette Illouz. Donc là, on va suivre l'histoire de Cruella. Donc en 1967, à Londres, elle a 16 ans. Ou plutôt, je dis Cruella, mais Estella. Car voilà, si vous avez vu le film Cruella avec Emma Stone, elle s'appelle Estella au début. Donc on suit Estella, qui a 16 ans, qui est à Londres. C'est une jeune voleuse. Elle doit voler pour survivre. Et elle rêve de percer dans le domaine de la mode. Et cet été-là, Cruella va rencontrer différents personnages de la bourgeoisie et des stars, on va dire, londoniennes. Et là, elle va enfin croire qu'elle va pouvoir réaliser son rêve. Donc vous allez voir ce qui va lui arriver. C'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors, l'histoire est intéressante. On est dans Londres, on a deux types de Londres. Londres bourgeois et à la fois Londres pauvre. Et c'est pas mal, j'ai pas mal la différence entre les deux car vous voyez les deux contextes dans lesquels Cruella évolue suite aux rencontres qu'elle fait. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui était aussi pas mal psychologique dans le sens où on suit vraiment ce personnage de Cruella et qu'on voit ce qui est arrivé cette année-là à 16 ans. Et ce qui a fait aussi que Cruella ait pu plus prendre le dessus sur Estella. Et bien entendu on reste dans le domaine de la mode. Estella elle veut vivre son rêve, elle veut devenir créatrice de mode et tout. Et bien entendu il va y avoir des désillusions, voilà, Estella elle va se faire avoir et tout. Et franchement j'ai trouvé que c'était un livre qui était touchant. Alors après je vous avoue, moi j'ai attendu pas mal de temps pour le lire parce que d'abord je pensais qu'on aurait le livre. En fait je pensais que ça allait reprendre le film Cruella qui est sorti il y a pas longtemps sur Disney+. Et en fait c'est pas du tout ça. Alors au début, oui, on retrouve un peu des liens avec le film et des passages pour faire le raccord avec le film. Mais ensuite ça ouvre comme une parenthèse où c'est que vous suivez Estella pendant cet été de ses 16 ans. Et quand le livre se termine, en fait, on referme la parenthèse et on revient où pour le film, on va dire en guillemets. Voilà, donc c'est toute une nouvelle version. Alors franchement, moi je m'attendais à lire quelque chose qui était déjà connu. Alors ça a été la découverte. Et oui, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, l'histoire de découvrir Estella comme ça. Et oui, comme je vous dis, c'est de Londres, la bourgeoisie. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous montre les erreurs de jeunesse d'Estella. Et suite à cela, ça nous permet aussi de mieux comprendre pourquoi elle est devenue Cruella et ce qu'elle a fait par la suite. Voilà, donc pour moi ça a été une bonne lecture. Il fait quand même, il est assez long. Il fait un peu plus de 330 pages. L'écriture elle est assez grande, mais par contre aussi je trouve assez serrée. Que je vous montre. Voilà. Et par contre aussi peut-être quelque chose que je reproche un peu à ce livre, c'est que j'ai trouvé quand même quelques longueurs. Et c'est vrai qu'il y a des passages, je me disais mais est-ce que c'est long pour que ça avance vraiment dans l'histoire. Mais voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé. Regardez la beauté de la couverture, franchement, elle est magnifique.
J'ai aussi lu du coup le premier tome de Teen Titans Raven de Camille Garcia et Gabriel Piccolo aux éditions Urban Links d'ici. Voilà. Donc ici on va suivre l'histoire de Raven qui a perdu sa maman dans un accident de voiture, qui a été recueillie par sa tante et entre temps suite à cet accident de voiture, elle est elle-même devenue amnésique et elle arrive dans un nouveau lycée avec sa cousine Max. Et elle se rend compte en fait qu'elle peut lire dans les pensées des gens et qu'elle a des pouvoirs. Voilà. Donc là c'est un roman graphique qui est vraiment super beau. Alors au niveau des illustrations, elles sont magnifiques. Si je vous trouve juste un passage pour vous montrer. Et puis j'aime beaucoup la colorisation, c'est-à-dire que c'est beaucoup en noir et blanc, à part certains éléments qui sont mis en couleur, regardez. Et justement les couleurs restent bien dans le style de Raven, c'est-à-dire du violet, du gris, toutes ces nuances là. Après je vous ai pas dit combien je lui ai mis 7 sur 10 du coup. Donc les illustrations tout ça, super belles. L'histoire est intéressante et puis bien sûr ça reprend, elle s'éloigne de ce que l'on connaît mais tout en restant quand même proche de l'histoire d'origine de Raven. Et moi j'ai beaucoup aimé Raven et Max, c'est des personnages qui sont touchants, j'ai beaucoup aimé suivre leurs aventures. Sauf que moi ce qui m'a un peu déçue c'est que je m'attendais à avoir peut-être plus de peps dans cette histoire, c'est-à-dire que je sais pas comment exprimer mais que ce soit plus voilà, plus vif, plus aventureux peut-être. Et surtout je m'attendais à ce qu'on ait plus de démonstration des pouvoirs de Raven parce que moi Raven c'est une de mon héroïne préférée mais pour les pouvoirs qu'elle a, elle m'impressionne et sur ça je ne l'ai pas retrouvée donc c'est pour ça que j'ai été un peu déçue sur cette lecture mais voilà j'ai quand même beaucoup aimé et c'est vrai que le style de dessin tout ça, ça plaira je pense à beaucoup. Et maintenant, je sais que vu comme ça se termine, il y aura certainement une suite et j'ai hâte de lire la suite. Et ma dernière lecture de ce mois, ça a été Emma Paddington, le tome 3, le Talisman écarlate de Catherine Roland. Donc je remercie encore Catherine pour l'envoi de ce service presse. Donc du coup ici on va suivre les aventures d'Emma, donc Emma Paddington qui a hérité du manoir de sa tante qui est une ruine. Et au final elle découvre qu'elle est la gardienne de ce manoir et qu'il est habité par différents êtres fantastiques et qu'en plus elle doit veiller sur ce manoir justement parce qu'un démon est enfermé dans sa cave. Voilà, donc là c'est le résumé du tome 1, je ne vais pas vous résumer celui-ci parce que c'est du spoil, hein, soyons clairs. Ici j'ai mis la note de 9 sur 10, alors j'ai trouvé l'histoire captivante. Franchement il y a de très bons rebondissements, je l'ai dévoré du début à la fin. La plume elle est toujours très belle, bien détaillée comme je l'aime. Et c'est un plaisir de suivre les aventures d'Emma. Après, j'ai trouvé ce tome beaucoup plus sombre. Alors, moi, je trouve que c'est une lecture qui fait, je trouvais assez jeunesse. Oui, c'était un style de lecture, je sais pas comment dire, que je trouvais loufoque. Tout ça, qui me faisait plus penser à la jeunesse, ces choses-là. Et ce qui se passe dans ce livre, surtout à la fin, je ne l'ai pas vu venir. J'ai été sur les fesses, quoi. Et ça m'a vraiment émue parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup qui arrive quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, mais je ne m'y attendais pas Catherine, vraiment, et surtout que c'est un personnage que je commençais à m'y attacher dans le premier, il était vraiment détestable. Dans le 2, il était touchant, et puis dans celui-là, je commençais à m'y attacher, et voilà, il s'est passé quelque chose, et ça m'a... je ne m'y attendais pas franchement. Donc, et surtout comme ça se termine... j'ai juste hâte de lire le tome 4, voilà, d'être en 2023, que le tome 4 sorte et que je découvre la suite. Après, ben voilà, l'univers loufoque, tout ça, on y est toujours. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on a de nouveaux personnages et des nouvelles créatures fantastiques. Donc ça, toujours, ça me plaît beaucoup. Et je peux vous dire, je me suis pas ennuyée, il y a tellement de rebondissements, c'est tout le temps, à peine il y a quelque chose qui se termine, en fait, il y a un nouveau truc qui se produit. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'on a une narration multiple, donc on suit à la fois Emma, mais on est des fois dans la tête des Gin et d'autres personnages que je ne vous révélerai pas. C'est une lecture que j'ai lue rapidement, alors il fait 242 pages et c'est écrit quand même assez grand, par contre c'est assez serré je trouve, regardez. Mais voilà, une très bonne lecture et encore merci Catherine pour cet envoi.
Du coup voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou à me dire tout simplement le livre que vous avez lu durant ce mois. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. Je crois que j'avais vous dit tout le temps de mettre cet emoji là, mais il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Mettez-moi un emoji où c'est qu'il y a 3 livres empilés, voilà, parce que ce mois j'ai beaucoup lu, donc ça fait un beau petit tas de lectures. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Du coup, pour le mois prochain, eh bien, j'ai quelques services presse que je vais lire, et sinon, il y aura la lecture commune qui va commencer de In the After, de Demetria, je sais plus quoi. Et attendez, il est là. Il est où? Demetria Luneta, voilà, qui va commencer à Halloween. Et puis sinon, ce sera au fil de mes envies, des lectures qui font penser à l'automne, Halloween, qui j'espère peut-être me feront un peu plus frissonner que La Maison des Oubliés, mais à voir. Du coup, moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.